23 septembre 1944, Billancourt, domicile de Louis Renault. La guerre est finie en France depuis 6 semaines. Paris est libéré, les drapeaux sont sortis. Les collaborateurs sont jugés, parfois fusillés, parfois traînés dans les rues. Ce matin-là, des officiers français sonnent à la porte de la villa de Louis Renault. Ils les accueillent. Ils pensent qu'ils viennent l'entendre, comme on entend quelqu'un avant de décider. Ils pensent qu'il va pouvoir parler. Ils pensent qu'il a des choses à dire sur ses usines, sur les 35 000 ouvriers qu'il a refusé de laisser partir en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, sur les sabotages que ses contremaîtres avaient organisés à sa connaissance, sur les pressions auxquelles il n'avait pas cédé quand la Gestapo était venue. Il n'a jamais l'occasion de dire quoi que ce soit devant un tribunal. Louis Renault meurt le 24 octobre 1944 à la prison de Fresnes, à 65 ans, de cause que les médecins de l'époque inscrivent dans les registres de façon contradictoire et que les historiens débattent encore 80 ans plus tard. Il n'a jamais été jugé. Et pourtant, en 1917, c'est lui qui avait construit le char qui avait contribué à retourner la guerre. C'est l'histoire de Louis Renault, l'ingénieur autodidacte qui bâtit l'outil de la victoire de 1918, employeur de 35 000 Français, mort sans procès dans une prison de la Libération, dont la culpabilité n'a jamais été prouvée et dont l'innocence n'a jamais été établie. Louis Renault avait 22 ans quand il construisit sa première voiture dans l'atelier derrière la maison de ses parents à Billancourt. C'était en 1898. Il n'avait pas fait d'école d'ingénieur. Il n'avait pas de formation théorique en mécanique. Il avait démonté des moteurs, compris comment ils fonctionnaient et décidé qu'il pouvait faire mieux. Son premier véhicule, avec sa boîte de vitesse à prise directe, une innovation qu'il breveta immédiatement, remporta sa première course parisienne. En 20 ans, l'usine de Billancourt était devenue la plus grande d'Europe pour les véhicules à moteur. 35 000 ouvriers, des lignes de montage qui anticipaient Ford, des contrats avec l'armée française depuis 1905, ambulances, camions militaires, taxis. Et en 1916, une proposition du général Estienne qui allait changer l'histoire. Estienne avait vu les chars britanniques à l'essai et comprenait que les chars français existants, les Schneider CA et Saint-Chamond, étaient trop lourds, trop lents, trop vulnérables. Il voulait quelque chose de différent. Un char léger, rapide, avec une tourelle rotative à 360 degrés, capable d'agir en grand nombre plutôt qu'en masse concentrée. Renault dit d'abord non. Il appela le projet un jouet. Puis les chiffres arrivèrent sur sa table. Les spécifications militaires, les contrats potentiels, l'urgence de la guerre. Il accepta. Il conçut. En 8 mois, le prototype du char FT était prêt. Le char FT entre en combat le 31 mai 1918 lors de la bataille du Matz. 570 FT attaquent en formation. Léger, rapide, manœuvrant, capable de traverser des tranchées et des barbelés. La tourelle à 360 degrés permet de tirer dans n'importe quelle direction sans faire pivoter l'ensemble du char. Une innovation absolue en 1918, copiée par toutes les nations dans les années 20. Les rapports d'après-bataille allemands sont précis. Les FT en grand nombre, coordonnés avec l'infanterie, percent des positions défensives que les chars lourds français et britanniques n'avaient pas réussi à entamer. L'armée allemande, déjà épuisée, ne peut pas contenir ces essaims de chars légers qui surgissent de directions multiples. La seconde offensive de la Marne, la bataille d'Amiens, les 100 jours, le char FT est partout. Renault en produit 3500 avant l'armistice. Les États-Unis en commandent 2400 supplémentaires. La contribution du FT à la victoire de 1918 est documentée dans les rapports alliés et dans les mémoires des généraux qui commandaient les opérations. Louis Renault est un héros national. La presse le dit, le gouvernement le dit, les commandes continuent. Mais la supériorité industrielle de Renault porte en elle la faille que personne ne formule en 1918. Les usines de Billancourt sont la plus grande concentration industrielle privée de France.
35 000 emplois, des dizaines de bâtiments sur 40 hectares en bord de Seine, un actif industriel irremplaçable, une cible. En cas de nouvelle occupation allemande, impossible en 1918, impensable en 1938, réelle en juin 1940, les usines Renault sont ce que l'ennemi veut en premier. Et leur propriétaire ne peut nulle part aller. Juin 1940, Billancourt. Les Allemands entrent dans Paris, ils s'installent, ils inventorient. Les usines Renault sont parmi leurs premières visites. La capacité de production de Billancourt intéresse directement l'économie de guerre du Reich. Des officiers de la Wehrmacht, accompagnés de représentants du ministère de l'Armement de Speer, visitent les lignes de montage. Ils évaluent, ils listent. Ils reviennent avec des commandes. Renault se retrouve devant un choix que l'histoire a ensuite réduit à 2 options simples: résister ou collaborer. La réalité était plus compliquée. La première pression allemande concerne le service du travail obligatoire. Le STO impose aux entreprises françaises de livrer des travailleurs pour les usines d'Allemagne. Pour une usine de 35 000 employés, les quotas demandés à Renault sont considérables. Renault refuse de constituer les listes. Ce refus est documenté dans les archives de Vincennes. Il argumente qu'une usine qui fonctionne en France pour les commandes allemandes n'a pas à envoyer ses ouvriers en Allemagne. Un ouvrier à Billancourt produit autant qu'un ouvrier déporté, sans les coûts de transport et de logement. L'argument est cynique. Il est aussi la raison pour laquelle 35 000 personnes ne partent pas en Allemagne entre 1941 et 1944. Les commandes allemandes sont exécutées. Des camions, des chars légers pour les forces de police, des pièces détachées. Les lignes de montage tournent pour le Reich. Et dans les marges, les sabotages. Pas organisés par Renault directement. Les archives ne permettent pas de l'établir formellement. Mais documentés dans les rapports des contremaîtres, dans les témoignages d'ouvriers recueillis après la guerre, dans les taux d'incidents mécaniques des matériels livrés. Des moteurs mal réglés, des soudures insuffisantes, des pièces hors tolérance, des incidents de production qui arrivent trop souvent pour être tous accidentels. Ce que l'occupation avait imposé à Renault, c'est ce que les historiens appellent la zone grise. Ni collaboration idéologique, ni résistance active, mais une négociation permanente dont personne ne sortait les mains propres. Été 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. Les usines de Billancourt sont bombardées par la Royal Air Force, 4 fois entre 1942 et 1944. Les bombes ne distinguent pas les ouvriers résistants des ouvriers qui subissent. Des centaines meurent. Les bâtiments brûlent. Les lignes de montage s'arrêtent. Renault est dans sa villa de Billancourt. Il a 65 ans. Il est malade depuis des mois. Une affection neurologique qui affecte ses capacités physiques. Les témoignages de cette période décrivent un homme diminué, incertain, conscient de ce qu'il attend. Le 19 août 1944, Paris se soulève. Le 25 août, Paris est libéré. Le 22 septembre 1944, les renseignements généraux ouvrent un dossier au nom de Louis Renault, chef d'entreprise, pour collaboration économique avec l'ennemi. Le 23 septembre, les officiers sonnent à sa porte. Son nom était Louis Renault, autodidacte, industriel, inventeur du système de boîte de vitesse à prise directe, du char FT, des lignes de montage automobile françaises. Employeur de 35 000 personnes. Il avait refusé les listes du STO. Il avait toléré, peut-être organisé, les sabotages discrets. Il avait produit pour l'Allemagne. Il était les deux à la fois, et l'époque n'acceptait pas les deux à la fois. À Fresnes, il n'est pas jugé. Pas d'audience, pas de défenseur désigné, pas de témoin convoqué, pas de dossier d'accusation formellement ouvert devant un tribunal compétent. Les procédures de l'épuration étaient expéditives. Elles étaient aussi, dans le cas de Renault, inexistantes. L'échec de tout procès avait ceci de particulier.
Il laissait ouvertes les deux versions en même temps. Traître sans condamnation, patriote sans acquittement. Et ces usines nationalisées avant qu'un juge ait pu dire quoi que ce soit. Dans les archives de l'occupation, les documents sur les usines Renault montrent deux réalités qui coexistent sans se résoudre. D'un côté, les commandes allemandes exécutées, les livraisons documentées, les procès-verbaux de réunion entre direction Renault et officiers de l'armement du Reich. De l'autre, les rapports d'incidents de production, les taux d'anomalies hors normes, les témoignages de contremaîtres recueillis entre 1945 et 1960 qui décrivent des procédures de malfaçon organisées dans certains secteurs de la production, jamais généralisées, jamais avouées, mais cohérentes dans le temps. Et les listes du STO. Renault n'en a pas constitué. Les archives de la plénipotentiaire allemande pour la main-d'œuvre en France, Fritz Sauckel, montrent que Billancourt figure parmi les entreprises françaises récalcitrantes pour les départs en Allemagne. Ce n'est pas de la résistance armée, mais c'est un refus documenté. Ces éléments ne permettent pas de conclure que Renault était innocent. Ils ne permettent pas de conclure qu'il était coupable. C'est précisément pour cela qu'un procès était nécessaire. Il n'y en eut pas. Le 24 octobre 1944, à 18h30, Louis Renault meurt à l'infirmerie de la prison de Fresnes. Les causes inscrites dans les registres, défaillance cardiaque. La famille et certains témoins évoquent des mauvais traitements. Les médecins légistes mandatés ne sont pas unanimes. Le dossier médical de Fresnes a partiellement disparu. Le 16 janvier 1945, le gouvernement provisoire de la République française promulgue l'ordonnance de nationalisation des usines Renault. L'entreprise devient la Régie nationale des usines Renault. Les actifs sont transférés à l'État. La famille Renault ne reçoit aucune compensation pendant des années. Le jugement de culpabilité qui justifiait la confiscation n'avait jamais existé. Ce que les archives de la période 1944 à 1946 révèlent progressivement depuis leur ouverture, et elles n'ont pas toutes été ouvertes, c'est que le cas Renault était pour le gouvernement provisoire autant une question de propriété industrielle qu'une question de justice. Billancourt était la plus grande usine automobile d'Europe. La reprendre en main publique servait une politique industrielle que le Conseil national de la résistance avait défendue depuis 1943 dans ses programmes économiques. La collaboration de Renault, réelle ou supposée, fournissait le prétexte légal pour une nationalisation que le programme économique du CNR réclamait de toute façon. Ce calcul n'absout ni ne condamne Renault. Il explique pourquoi le procès n'était pas dans l'intérêt de ceux qui nationalisaient. Un procès aurait pu aboutir à un acquittement. Un acquittement aurait rendu la nationalisation illégale. Un homme mort en prison sans jugement ne pose pas ce problème. Les historiens qui ont travaillé sur ce dossier depuis les années 1990, notamment lors de l'ouverture des archives Renault et des archives de la Libération, n'ont pas conclu à l'innocence de Renault. Ils n'ont pas conclu à sa culpabilité non plus. Ils ont conclu que le dossier était insuffisant pour justifier une condamnation et que la procédure était insuffisante pour justifier une arrestation. 35 000 ouvriers qui ne sont pas partis en Allemagne. 65 ans à sa mort. 0 jour de procès. 0 accusation formellement instruite devant un tribunal. Usine nationalisée dans la semaine. 3500 chars FT produits pour la victoire de 1918. 80 ans de débats historiques sans résolution. Certains inventeurs sont jugés par l'histoire qu'ils ont contribué à faire. D'autres sont jugés par l'histoire qu'ils n'ont pas pu se défendre de faire. Renault avait construit le char qui gagna une guerre. Il mourut dans une prison sans avoir eu l'occasion de dire pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait pendant une autre. Ces deux faits sont vrais en même temps. L'histoire française préfère généralement n'en retenir qu'un. Elle devrait retenir les deux. La France n'a jamais manqué de génie. Elle a manqué d'écoute.